Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation de Microsoft Flight Simulator. Et oui, on n'appelle plus FS 2020 comme c'était le cas avant quand c'était encore un projet. Vous le savez sûrement, ce successeur de FS10 sera disponible le 18 août, dans quelques jours à la sortie de cette vidéo. Et en complément du numéro d'août de Microsimulateur qui en parlera en détail, on voulait vous livrer une vidéo de présentation avec nos images à nous, avec nos détails à nous, afin de vous guider un peu dans la découverte de ce qui va être le nouveau logiciel de référence de la simulation de vol. Ce qu'on va vous montrer est issu d'une version preview qui est en fait une version bêta du logiciel qui n'est pas encore totalement finalisée. Il y a encore des petits trucs à corriger, des petits bugs qui restent, rien de catastrophique, vous verrez par vous-même sur les images. Ne vous affolez pas de voir les interfaces en anglais, nous avons l'assurance que tout sera intégralement traduit lors de la sortie officielle du logiciel. Sachez aussi qu'il faut une bonne machine, on a mis les spécifications techniques de notre machine de test en description. Il faut aussi une bonne connexion internet pour les décors, on y reviendra un peu plus tard. Ne serait-ce que pour récupérer le logiciel, il y a 75 Go, rien que pour la version standard. Donc pensez à faire tourner la machine toute la nuit pour récupérer tous les fichiers. L'installation est simple. On va laisser le petit icône se poser dans la baie. Vous allez pouvoir admirer un peu le décor thaïlandais. Et puis on va parler de l'interface, on va parler des effets météo qui sont particulièrement réussis. On va vous parler d'un tas de choses en espérant que ça vous aide à vous y retrouver un peu quand vous installerez le logiciel chez vous. Alors spoiler alerte, si vous voulez conserver la surprise, et passez à autre chose. Bienvenue dans l'interface principale. Vous voyez, c'est très clair, c'est très coloré, c'est très bien présenté. On sait tout de suite où on va, même si c'est en anglais. Encore une fois, ça sera traduit. Des gros blocs pour se repérer tout de suite. Un menu en haut. La World Map, c'est là où on va créer un vol. C'est l'équivalent du Free Flight. Les défis, ici Courchevel, pour atterrir. Vous avez peut-être vu la petite vidéo qu'on a présentée déjà sur YouTube. C'est voilà le défi du mois pour comparer ses performances avec d'autres joueurs en ligne. Donc il y aura régulièrement des mises à jour du contenu. Les news, les actualités, les nouveautés, les mises à jour. Les activités, c'est un peu l'équivalent des missions dans les anciennes versions. Ce sont des défis, des opérations à mener. Dans cette version preview, on a les Landing Challenge, pour atterrir sur des pistes un petit peu compliquées, et puis les Bush Trips pour se repérer un peu dans la navigation, au-dessus de contrées un peu exotiques. Le Flight Training Center, c'est un peu l'école de pilotage. Ça, c'est en théorie si vous n'avez pas trop l'habitude de la simulation de vol. On insiste, c'est une simulation, c'est pas un jeu vidéo de pilotage. Le petit problème, c'est que si vous n'avez vraiment absolument aucune connaissance en matière de pilotage et d'aviation, ça risque quand même d'être un peu ardu. Alors c'est vrai qu'il y a un magazine qui est très bien fait, qui paraît chaque mois, qui peut vous donner des trucs et astuces. Il y a aussi des vidéos tutoriels sur pas mal de chaînes internet. Bon, faites vos essais si vous n'avez jamais touché un appareil. Si vous avez l'habitude déjà de FS10, de FS 2004, de X-Plane, de P3D, d'Aerofly FS, normalement vous êtes en terrain connu. Là, il n'y a pas grand-chose que vous apprendrez dans cette école de pilotage. On revient, le profil, c'est un peu votre carnet de vol virtuel.
La marketplace, c'est l'endroit où vous pourrez acheter en ligne des extensions, des nouveaux appareils, des nouveaux décors. Et le panneau d'options qui est très important et sur lequel on va faire une petite visite tout de suite. Et on commence toutes les options avec la rubrique Générale qui s'ouvre sur l'onglet des graphismes. Bon, évidemment, plein écran, ça vaut mieux. La résolution de votre écran. Chaque sous-rubrique a une petite description qui n'est pas toujours très évidente. Par exemple, la tessellation, c'est pas trop ce que c'est. Autant le nombre d'arbres ou les ombres, on voit à peu près. Mais certains intitulés sont encore un petit peu nébuleux pour le grand public. Vous avez des pré-réglages sur lesquels vous pouvez intervenir par la suite. Haut, moyen, bas ou ultra si vous avez vraiment une bête de course. High-end, c'est ce qu'on a choisi, ça correspond très bien à ce qu'on voulait avoir, un bon framerate et une qualité tout à fait appréciable. Quel que soit le pré-réglage que vous aurez choisi, vous pouvez toujours par la suite intervenir sur des sous-réglages pour la hauteur des vagues, pour le nombre de bâtiments, pour la qualité des textures. C'est à ajuster selon ce que vous aurez sur votre écran au coup par coup. N'hésitez pas à bidouiller un peu. On passe sur les réglages de caméra et de son pour le trafic. Vous avez du trafic en temps réel qui vient du site FlightAware. Ce sont les avions qui volent dans le monde réel, qui sont reproduits. Pas tous, il ne faut pas non plus surcharger, mais les principaux vols, vous les verrez. Si vous entendez un avion et que vous sortez la tête par la fenêtre, et ben vous verrez le même avion que dans Flight Simulator. Vous avez aussi la possibilité d'annuler le trafic aérien ou d'utiliser les anciennes options de FSX, du trafic commercial, du trafic léger. Rien de très méchant ici. La densité de véhicules et d'avions statiques au sol. Chacun ajuste là aussi selon ses besoins. On a des petits bonshommes animés sur tous les aéroports, ça donne un peu de vie. Le trafic au sol, en revanche, on préfère le laisser à zéro. Ça consomme beaucoup de ressources pour finalement pas grand-chose. Quand on vole, le trafic routier, ça peut donner une indication, mais c'est vraiment pas le point le plus important. Et croyez-moi, vous aurez autre chose à regarder que l'état du trafic sur les routes. La rubrique données ou data est très importante. Tout au long de vos vols, votre ordinateur va communiquer avec les serveurs de Microsoft sur Internet pour récupérer des données, les décors, le trafic, la météo, et c'est le cœur de cette nouvelle version de Flight Simulator. Donc vous pouvez choisir de désactiver les fonctions en ligne et vous vous retrouverez avec quelque chose qui ressemble un peu à FS10, ce serait dommage. Vous pouvez ensuite choisir ce que vous activez ou pas. Le plus important, de notre point de vue, ce sont les Bing Data World Graphics. Ce sont toutes les dalles de décor, toutes ces images photos aériennes qui sont plaquées sur le sol et qui vous donnent cette qualité. Jusque-là, on ne l'avait que dans des extensions. Ici, on l'a pour le monde entier. Évidemment, ça consomme beaucoup d'échanges de données. La photogrammétrie, ce sont les bâtiments 3D qui sont conçus spécialement pour ressembler à ceux du monde réel. Donc là aussi, c'est intéressant de les récupérer. Le trafic en temps réel et la météo et le multijoueur, c'est pas ça qui va consommer le plus. On passe assez vite sur la limitation de consommation de données. En France, on a plutôt des forfaits illimités. Le plus important ensuite, c'est le cache. Certaines des données, notamment les décors, vont être stockées sur votre disque dur, de manière à ce qu'il n'ait pas besoin d'être retéléchargé lors d'un prochain vol dans la même région. Donc vous pouvez choisir l'emplacement de ce cache, sa taille, et éventuellement le vidanger de temps en temps pour faire de la place.
On passe à la rubrique Flight Model, le modèle de vol des appareils. L'option moderne, c'est aussi une des grandes nouveautés de Microsoft Flight Simulator. Il y a désormais 1000 points de contrôle sur l'appareil, sur ses surfaces de vol, sur son moteur, pour générer le comportement de l'avion dans l'air, dans les perturbations, dans l'atmosphère. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce nouveau modèle de vol qui est beaucoup plus réaliste, vous pouvez revenir à l'ancien système, appelé Legacy, où là vous pouvez gérer, définir selon vos préférences les effets du couple moteur, des crashs, de la dérive gyroscopique, de la résistance au jet. On a quand même préféré profiter du système moderne, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Il est très fin et il a plus grand chose à envier à X-Plane. L'onglet divers, vous réglez la langue, vous réglez votre pilote, homme, femme. Ici, on est pour la parité. Toujours dans l'onglet des options, les assistances. Là, ce sont les aides au pilotage. Si vous voulez que le logiciel vous aide à atterrir, à décoller, qui se charge des communications radio, c'est assez pratique, surtout au début. Vous pouvez choisir aussi donc les systèmes de l'avion, s'il a du carburant illimité, si ses lumières fonctionnent automatiquement ou pas, s'il y a de la dérive gyroscopique. Évidemment les pannes et les dommages, donc la détection des crashs. Les aides à la navigation, ça vous affiche en surimpression à l'écran, aussi bien en vue intérieure qu'extérieure, des petites icônes pour vous indiquer où sont les aéroports, où sont les chemins pour circuler au sol sur les taxiways, les routes à suivre, les trajectoires d'arrivée pour atterrir, les villes. Et même à certains endroits, il n'y en a pas encore beaucoup, des endroits où il y a de la faune. Vous pourrez voir des éléphants, des girafes. Bon, les notifications et les user experience, c'est pas très important. À chaque fois, on sauvegarde et on passe à l'écran des contrôles. Comme vous le voyez, on a utilisé quelque chose d'assez simple, hein, un bon vieux T16000M de chez Trustmaster, reconnu immédiatement. A priori, n'importe quel périphérique USB reconnu par Windows sera reconnu par Microsoft Flight Simulator. Un point intéressant, une amélioration par rapport aux versions précédentes, c'est qu'on peut chercher une affectation soit par la touche du clavier ou du périphérique que vous utilisez, ou par sa fonction. Donc c'est plus facile de retrouver ce qu'on a affecté pour les volets, pour les freins, pour les vues extérieures, où on ne sait plus à quoi correspond telle touche ou tel bouton. Hop, on appuie dessus et le logiciel vous indique à quoi il correspond. Et maintenant que tout est paramétré, eh bien, on peut revenir à notre carte. Alors carte, c'est un bien grand mot, c'est plutôt un globe maintenant, qui devrait rappeler un peu Google Earth à ceux qui connaissent. On navigue à la souris, on fait glisser, on zoome. Il y a plusieurs niveaux de légende sur cette carte. Vous pouvez afficher un fond de carte normal,
un fond de carte IFR avec les zones de contrôle, les zones restreintes, en zoom uniquement, la météo en temps réel, les précipitations en temps réel, les effets du vent au sol, à basse altitude, à haute altitude. Vous pouvez évidemment afficher tous les aéroports, tous les types de pistes, les points remarquables, les villes, la faune. Tout ça apparaîtra ou pas sur la carte. Quand on zoome, on va afficher, on va aller sur Orly par exemple, on va afficher les zones de contrôle. Malheureusement, elles ne sont pas légendées. Ça viendra peut-être dans une future version parce que c'est vrai que ça aiderait. On reconnaît Paris là juste au-dessus d'Orly. En revanche, une très bonne idée qui est peut-être inspirée d'X-Plane, c'est que désormais, quand on zoome sur un aéroport, eh bien, on voit un petit schéma des pistes et chaque point blanc correspond à un emplacement de départ possible, aussi bien au parking qu'au point de ravitaillement, qu'aux portes d'accès d'embarquement. Ça, c'est une très bonne idée. On s'y retrouve beaucoup mieux qu'avec l'ancien système qui listait simplement les emplacements de départ. Et c'est valable pour n'importe quel aéroport. Là, on va zoomer au fin fond de l'Iran. Et en zoomant, en zoomant, en zoomant, on va retrouver les pistes, les emplacements de départ. Et à chaque fois, il suffit de cliquer pour sélectionner l'endroit d'où partira notre avion. Si vous cliquez n'importe où, l'avion partira en vol. C'est très simple. Alors, on va se concocter un petit vol pour vous montrer à quel point c'est rapide. Je choisis Orly comme point de départ, ma piste de départ est sélectionnée. Je vais prendre un A320. Alors tous les avions ne sont pas là, hein, ça n'est que la version standard. Et une fois que j'ai sélectionné mon A320, on va faire un petit réglage dans la masse de l'appareil. On va ne lui mettre que 10% de carburant. Et vous allez voir que quand on revient sur la carte, bon là je suis à très fort zoom, donc je dézoome, et vous avez un cercle blanc qui correspond à la distance franchissable. Là avec 10%, on peut à peine dépasser les frontières de la France. Voilà, on va même pas jusqu'à Munich. Mais si je reviens et que je change le carburant, ça glisse, voilà, on met à 75% à peu près, et je reviens à ma carte, et là, comme par magie, ma distance franchissable, elle me permet d'aller jusqu'à Moscou, ou au Caire, ou peut-être même à Dakar. Donc ce sera suffisant pour aller à Prague. Donc j'ai mon LFPO comme point de départ, je repère Prague LKPR, je le mets comme point d'arrivée. Le logiciel me génère une route directe par défaut, LFPO LKPR, mais j'ai envie d'un peu plus de réalisme, donc je vais prendre une route IFR à haute altitude, et là il me génère automatiquement tous les points de passage. Il me génère également un carnet de vol avec les altitudes pour chaque point, un profil de vol. Je peux évidemment changer l'altitude de croisière. Je reviens à ma carte, et alors une nouveauté dans l'établissement de plan de vol qu'il n'y avait pas dans l'organisateur précédent, c'est que je peux choisir ma trajectoire de départ, ce qu'on appelle une SID. Là on voit, ça me fait contourner toute la région parisienne par le sud, et une trajectoire d'approche ou une trajectoire d'arrivée. Il y a les deux. Et vous allez voir qu'on va rajouter des points de passage pour contourner Prague par le nord et arriver pile sur la piste. Donc ça n'est pas valable pour un tout petit aérodrome, mais pour un aéroport international, c'est pratique pour préparer ses vols en liner. Les conditions de vol, eh bien c'est très simple, on va utiliser soit le mode réel,
soit un mode personnalisé. Si vous changez la date et l'heure, vous pouvez néanmoins conserver la météo réelle, mais vous pouvez aussi sélectionner un mode de météo préprogrammé ou dans l'option custom, définir vous-même un mode de météo, un orage de grêle au Sahara ou une sécheresse au Groenland. Voilà pour les options de la carte. Maintenant que tout est réglé, ça donne quoi? Et bah pour le savoir, on a fait un petit tour au-dessus de Sochi. C'est un petit clin d'œil à DCS World pour ceux qui connaissent et qui ont l'habitude. Donc décor photoréaliste, ce sont des photos aériennes qui sont plaquées sur le sol, qui sont habillées de bâtiments et de végétation 3D. C'est de la très haute résolution, hein, on est dans du 25 à 50 cm par pixel. C'est vraiment très précis. Un des arguments de Microsoft, c'était où que vous voliez dans le monde, vous pourrez voir votre maison. Et bah, pour l'instant, on n'a pas été déçus. Maintenant, comment ça marche? Quand vous êtes en ligne, le logiciel va récupérer dans une base de données chez Microsoft les dalles de texture, va les plaquer sur le sol, en temps réel, dans un rayon autour de votre appareil. Quand vous lancez un vol et que l'option est activée, le chargement du vol est un petit peu plus long que quand vous n'êtes pas en ligne, mais ça permet de télécharger en amont toutes les textures autour de votre point de départ, de manière à ne pas ralentir. Alors, on nous a demandé, oui, mais ça ressemble à quoi si on n'a pas ça? Alors, on a fait une petite démonstration au-dessus du Pays Basque. Et voilà, on survole l'autoroute E5 dans un décor standard. On a Saint-Jean-de-Luz tout en haut de l'image. Ce sont les textures de base, aussi bien sur les montagnes que sur le décor, sur les villes, voilà. Ça, c'est ce que vous obtenez si vous avez les décors de base, si vous êtes hors ligne. Bon, c'est un peu plus fin que ce que propose FS10, c'est un peu plus précis que ce que propose X-Plane. Maintenant, c'est un peu dommage, parce que vous allez voir ce que ça fait quand on passe aux textures photo. Et croyez-le ou non, c'est exactement la même région, la même zone, mais vous voyez le résultat. C'est infiniment plus réaliste parce que c'est la réalité. Alors ça, c'était le avant-après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant? On a fait l'essai, c'est un petit coin du sud de l'Éthiopie, un coin qui est généralement très maltraité, et on a commencé avec les décors standards, et en plein vol, on change, on a mis en pause, et on active, vous voyez dans l'écran des réglages, les textures Big Data. Pardon. Un petit temps de chargement, et on reprend le vol. Et vous allez voir que petit à petit, les textures par défaut, qui sont assez basiques, surtout au-dessus de l'Afrique, ces textures vont changer petit à petit, par petits carrés, par petites dalles, pour être remplacées par des textures photo. Vous voyez sur les montagnes, petit à petit ça apparaît lentement, et ça change vraiment le paysage. Alors ça, évidemment, c'est pas très joli en temps réel, c'est plutôt quelque chose qu'on évite. Mais c'était pour vous montrer que c'est possible de le changer en vol
et ça permet de vraiment apprécier les différences entre les photos réelles et le décor standard. Même si ce décor standard dans FS10 ou dans X-Plane, il serait très très bien, il serait bien mieux que ce qu'on a déjà, là c'est incomparable. On peut mettre l'appareil en pause active. Vous vous mettez en vol, vous appuyez sur pause et vous pouvez tourner tout autour pour apprécier le paysage. Regardez la météo aussi, regardez les nuages, comment ils sont, on va en reparler un peu plus tard. C'est de la météo réelle, hein, donc il y a un orage sur le sud de l'Éthiopie au moment où est réalisé ce vol. Regardez la couleur du lac aussi, c'est vraiment un lac typique, c'est plus une étendue bleue standard. Et on voit les éclairages, par exemple là au-dessus de l'avion, il y a un trou dans les nuages et c'est vraiment le soleil qui éclaire le sol. Toutes les ombres sont portées, les ombres des décors, les ombres des bâtiments, les ombres de la végétation, tout ça est généré en temps réel. Changement d'ambiance cette fois-ci sur un A320 à Prague. L'A320 il est plus précis que ce qu'on avait dans FS10 évidemment. C'est pas encore du niveau d'une extension très spécialisée, mais on a un CDU qui est fonctionnel, qui nous donne les vitesses de référence, qui nous donne les indications de plan de vol. On a rentré le plan de vol avec la carte pour faire le vol retour de Prague vers Orly. Toutes les données sont rentrées, sont importées automatiquement. Et on est prêt à décoller. On pousse les gaz. On se met en régime take-off, go around. Alors bizarrement, le logiciel nous a mis sur une piste qui est normalement fermée, puisqu'on voit des gros X jaunes peints sur le tarmac. Accélération. On dérive un petit peu sur le côté, on rattrape le palonnier. Rotation. Et décollage. Graphiquement, il n'y a rien à dire, hein, mais je pense que vous avez déjà vu d'autres vidéos. C'est pas l'objet ici de vous dire ah, c'est super beau, c'est magnifique. C'est de vous donner des petits trucs, des petits points de reconnaissance. Voilà, on est en montée, la trajectoire s'affiche sur le ND, on active le PA, on règle l'altitude et à partir de maintenant, on n'a plus besoin de toucher aux manches. Vous allez voir le décor extérieur. Alors, depuis la cabine, on voit pas grand chose, c'est normal. Mais si jamais vous connaissez un petit peu Prague, et ben là vous allez reconnaître la ville, le cours de la Vltava, le château qui est par là, la colline de Pelčin.
Il doit y avoir le pont Charles qui est par ici. Voilà. On reconnaît tous les détails. Et tous les bâtiments sont des bâtiments positionnés exactement sur les textures. C'est vraiment magnifique. Alors on en profite un peu moins quand on vole à haute altitude. Si votre choix c'est de faire du vol en liner, du transocéanique à 37 000 pieds, le nouveau Flight Simulator c'est pas encore l'idéal. Vous faites ça très bien avec X-Plane ou P3D ou FSX. L'avantage ici c'est vraiment le VFR. Pour l'instant, ça va changer, mais les décors, c'est typiquement VFR. Et on va le voir par un vol de nuit. Ici, un petit vol fait au-dessus des États-Unis, je ne sais plus dans quel état, c'est pas très loin des Appalaches, en DR400, parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, les décors, la météo, rien à dire, hein, vous voyez que c'est magnifique. Mais on peut changer tout ça en vol, et on peut changer l'heure en gardant la météo réelle, et hop, il fait nuit. Et regardez un peu les éclairages, ils sont tous différents. Et avec ces éclairages de nuit, on reconnaît les éclairages des parcs, les routes principales, les petites rues parallèles avec le schéma typiquement américain orthogonal. On voit au loin le soleil, l'horizon. L'intérieur du DR400 avec un éclairage un peu trop fort, hop, on baisse. Et ça se change en temps réel. Et vous gardez la météo, vous gardez le trafic, vous simplement vous changez l'heure. Retour en Afrique avec le Super Cup pour vous montrer un peu les effets météo. Fini les gros blocs nuageux. Là, vous avez vraiment des nébulosités avec les effets de soleil dessus. On voit juste derrière l'appareil là des trompes d'eau qui tombent. On voit les effets de brume. Au-dessus d'un décor photo. Si ça donne pas envie. Autre ambiance, ici on est au-dessus de Versailles, banlieue ouest, et notre Diamond Star va pénétrer dans un orage. Regardez la qualité des nuages. Et une fois qu'on sera dans l'orage, on va voir une petite surprise. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un orage? Eh bien, ça givre. Alors, on a activé le radar météo. Et vous voyez, tout au bord de la verrière, il y a de la glace qui commence à se former sur le pare-brise. Et vous avez du givre qui apparaît petit à petit sur l'appareil, sur les entrées d'air, sur la structure, sur les bords d'attaque. Et ça va modifier non seulement votre visibilité vers l'extérieur, mais aussi le comportement de l'appareil, le comportement des surfaces de contrôle. Donc on active le dégivrage, ce qui n'est pas très évident à la souris, surtout qu'on est en train de perdre de l'altitude. Alors là, on n'était pas au-dessus de Versailles, on avait changé, on était dans le sud de la France, autour de Toulon. Et vous voyez, hein, le givre commence à sérieusement attaquer la cellule. Il va vraiment falloir sortir de cette purée de poids. Bon bah voilà, on termine plus calme autour de San Francisco par beau temps. On espère que cette vidéo vous aura plu. On n'a pas pu tout aborder, mais on en garde un peu pour la suite.
Alpha, On vous parlera des cockpits, on vous parlera Normal de approach time at l'APC, Alpha, on Sierra, vous parlera X-ray d'autres Golf, Sierra, options, mais voilà, 1,600 feet. vous en savez déjà plus que beaucoup de gens sur FS, sur Microsoft Flight Simulator 2020. Voilà, on vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Normal approach time at Alpha, Sierra, X-ray Golf, Sierra, request clearance to transition Charlie airspace.